C'est une escale de Jeanne à distance, avec Marie-Hélène Proto autour de son livre « Paul Celan, Sauver la clarté » aux éditions Unicité. Poème au fils, intitulé « J'ai coupé du bambou ». C'est la vie entière que Celan empoigne et fait entrer dans ses poèmes, avec ces petites choses qui sont plus qu'elles-mêmes. Ainsi la cabane de branchage qu'il construit pour son fils, une scène de pure tendresse, accrochant au passage le souvenir douloureux du camp de travail où il fut enfermé. La cabane, synonyme de cachette et de secret d'enfance, est un autre temps, un autre lieu que l'ordinaire des jours. Petite cabane rêvée de l'été kermorvant, dans le passage gracieux d'un enfant, elle fait naître la célébration, mais ravive le temps d'un éclair, le nœud de douleur qui mord au cœur. Telle est l'histoire du poème, écrit le 22 août 1961. Simple et belle. Marie-Hélène Proto, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation à cette escale de Jeanne. Paul Celan, Sauver la clarté. Quel chemin pour arriver à ce livre? Bonjour et merci à vous, Jeanne Orient, de m'accueillir dans cette escale autour de mon livre sur Paul Celan. Alors oui, pour vous répondre, je dirais que c'est un mouvement qui est venu de loin. Je fais partie d'une génération qui est née juste après-guerre, dans un monde et dans une ville, Brest en l'occurrence, où demeuraient encore les ruines. On se souvient de Barbara de Prévert. Et je me retrouve complètement dans les pages très fortes qu'a écrit Eri De Luca sur sa ville de Naples, qui résonnent des voix de femmes italiennes dans la ville, une des villes les plus bombardées, dit-il, d'Italie. Alors c'est vrai, mon questionnement très jeune a été, et finalement, comment tenir debout pour tous ces gens qui se sont retrouvés dans cette situation. Il est vrai qu'il est indissociable pour moi de celui sur le mal et la violence de la Shoah dans l'histoire. J'ai nourri ce questionnement de mes lectures, et par exemple en philosophie, je me souviens des pages d'Emmanuel Lévinas racontant le camp de prisonniers juifs où il était enfermé, et ce chien, Bobby, extraordinaire figure, capable d'une humanité qui manquait au bourreau. Ça a été en littérature, Marguerite Duras, La douleur, un texte qui m'a beaucoup marqué, sur lequel j'ai écrit. Et puis, ça a été justement en poésie, Paul Celan. Paul Celan qui, lui, va contre le propos d'Adorno, qui avait cette phrase qu'il est impossible d'écrire de la poésie après Auschwitz. Celan va prouver le contraire. Mais quelle poésie? C'est toute la question. L'œuvre de Paul Celan est souvent associée à l'ombre. Et vous écrivez comme titre « Sauver la clarté ». Pourquoi ce titre? Oui, cette idée de clarté peut paraître inattendue chez ce grand poète juif de langue allemande qui est né en Bucovine roumaine et dont les parents furent déportés et assassinés en 1942. Tandis que lui, le survivant, était emprisonné 2 ans dans un camp de travail. Lui, d'ailleurs, qui est l'auteur de la célèbre fugue de mort, Todesfuge, tombeau sublime à la mer tant aimée, où revient, on peut dire, comme une sorte d'impensable respiration, ce vers, lait noir de l'aube, nous te buvons la nuit. Pourtant, au cœur de cette nuit, qu'est l'expérience de la Shoah, on peut dire que se niche en Celan une bouleversante volonté de vivre. Des éclats de clarté et d'espérance dans certains poèmes auxquels je me suis attachée m'ont fait découvrir d'autres visages du poète. Le jeune père avec son enfant, en vacances en Bretagne en 1961, avec son épouse Gisèle Celan-Lestrange, l'artiste graveuse. C'est un temps à part, le temps du cœur. Et puis, 7 ans plus tard, un autre visage de Celan,
l'homme aux sympathies libertaires, réveillé en mai 68 par le mouvement d'Espérance Nouvelle et par le printemps de Prague. Si sensible dans l'élan vibrant du poème intitulé « Du fond des marais, grimper ». Y a-t-il eu un moment déclencheur, une lecture particulière qui vous a fait voir autrement la poésie de Paul Celan? Ce qui fut déclencheur, eh bien, c'est un hasard objectif qui est venu faire étrangement signe la découverte éblouie de 2 fresques poèmes de Celan. À Leyde, tout d'abord, la ville de Rembrandt, j'ai trouvé le poème Après-midi avec cirque et citadelle. Nachmittag mit Circus und Zitadelle. Celui que Celan a écrit l'été 1961 en Bretagne. Il se trouve là parmi 120 poèmes du monde entier. C'est l'œuvre en 2008 de Jean-Willem Bruins, celui-là même qui a calligraphié à Paris Bateau ivre, rue Férou, près de Saint-Sulpice. Puis un autre poème mural, rue Tournefort, à Paris, où Celan a habité à la fin de sa vie, et écrit justement le poème Du fond des marais, Aus dem Moorboden, juste après les événements de mai 68. C'est une magnifique fresque de 2020 pour le centenaire de sa naissance, qui a été réalisée par Giuseppe Cacavalle et ses étudiants de l'école des Arts Déco de Paris. On peut la contempler à la résidence universitaire Concordia. C'est une réalisation qui est complètement traversée par, je dirais, le souffle d'espérance de Celan en 68. Et d'ailleurs, le peintre l'a nommé « ciel de mots étoilés ». C'est tout dire. Et puis m'a accompagné la correspondance de Celan avec Nelly Sachs, la poète juive allemande de Berlin, qui échappa de justesse aux griffes nazies en 1940. Dans leurs échanges, ces 2 grands poètes, au destin finalement et à l'horizon spirituel si proche, se soutiennent tous les 2, et c'est extrêmement touchant. Toutes ces rencontres nourricières ont suscité en moi une sorte de rêverie dans le genre de Bachelard. Et ces mots, je glisse mes pas dans ceux de Celan. Vous montrez que Paul Celan cherchait la lumière, même au cœur du désastre. Quels sont, selon vous, les poèmes où cela apparaît, je dirais, avec le plus de force? Oui, je retiendrai 3 poèmes écrits à Kermorvan, près du Conquet. L'été 61, qui est très fécond pour Celan, où il écrit beaucoup et traduit également. Véritable nœud de vie, pourrait-on dire, selon la belle formule de Julien Gracq. Alors il y a d'abord le poème Kermorvan, du nom du manoir où le couple avait loué une petite maison. Après-midi avec cirque et citadelle, sur Brest, et une visite au cirque, qui est un moment d'effraction heureux, avec la musique, la lumière, sur la rade de Brest. Également le poème « J'ai coupé du bambou » pour son petit garçon. Je cite « Cette cabane emportée, elle tient ». Tout peut entrer dans le poème, même une cabane. Et ce mot « elle tient » du verbe « stehen » en allemand brille finalement d'une lumière vraiment singulière dans nombre des poèmes de Celan, qu'il en devient un véritable mot talisman. Et c'est vrai que ce cheminement par les mots est essentiel à mes yeux. Celan accole souvent 2 noms, comme le fait Hugo, avec le pâtre promontoire ou le gamin fée. Chez Celan, qu'est-ce qui nous parle dans le mot tente, das Zeltwort? Eh bien, la recherche d'un abri pour celui qui en manque, le cirque de Chagall, et aussi la résonance biblique des tentes. Ce mot est à lui tout seul, un mot paysage pourrait-on dire. Marie-Hélène Proutot, vous évoquez la présence, du moins la Bretagne, dans l'œuvre de Celan, les paysages bretons. Et en même temps, vous évoquez son rapport à la nature. Est-elle un refuge, un miroir, une consolation?
On ne reconnaît pas le paysage breton, qui est devenu en quelque sorte étrange. Sinon quelques bribes, les vagues, la lumière sur la mer. Il faut bien avoir à l'esprit qu'il est impossible d'oublier l'usage dévoyé qu'ont fait les nazis du paysage romantique, exaltant le génie allemand. Et donc, impossible de chanter la nature dans le style de ce que Celan appelle la poésie du rossignol et de la grive musicienne. En fait, écrire après Auschwitz, c'est forcément écrire une contre-parole dissonante. Pour une géographie fragmentée, scindée. Au cœur essentiel de son œuvre se tient le texte de Celan, Le Méridien, où il écrit « Le poème est un méridien ». Sa poésie est un art de la connexion, de ce qui relie. Et un des poèmes écrits à Kermorvan, Anabase, l'illustre bien. Je suis sensible à la façon bouleversante dont Celan y relie le bruit des vagues bretonnes à un air de Mozart, un air à la Vierge Marie qui fusionne avec sa mère assassinée. Et sensible aussi au lien entre la centaurée des dunes bretonnes et les fleurs de sa Bucovine natale. Dans ses poèmes, en fait, Celan voit la nature en pensant un nouveau rapport entre les mots et les choses, ouvrant le poème à l'étrangeté de lexique, de la biologie, de la botanique, de la géologie, tout autant qu'aux souvenirs littéraires des poètes qu'il admire, comme Heine par exemple. Ces temps sombres, justement, ces poètes dissidents, ainsi sa relation avec Mandelstam. Et puis je crois qu'il lisait régulièrement Kafka. Oui, tout à fait, la passion anti-totalitaire de poètes dissidents, interdits sous la terreur du stalinisme et qui font œuvre de résistance. À quel prix ? Mandelstam meurt de faim et de froid sur la route du Goulag. Celan le lit, le traduit un des premiers. N'oublions pas, c'est un immense traducteur. Dans le poème sur Brest, Celan dit ce vers. « Je t'ai vu, Mandelstam ». Rencontre purement fantasmée de celui qu'il considère comme un frère. Et travaillant depuis longtemps sur la poésie russe, j'ai fait cette trouvaille. Quand Celan composa à Kermorvan le cycle breton de la rose de personnes, ce recueil connu, qu'il dédia à Mandelstam, justement, il traduisait de celui-ci « Ô combien je voudrais », le poème qui est son testament de Voronège. Superbe et dernier poème avant la mort. C'est un tamizdat, interdit en URSS, et publié où ? Eh bien, à New York. Et on voit là une belle arche méridienne depuis Voronège. Il faut ajouter aussi Kafka, lu quotidiennement par Celan. L'étrange rêveur insoumis et son territoire spirituel de la Kafkanie. Le monde disparu des Juifs de Prague. Le langage chez Celan est souvent qualifié de fracturé. Pour vous, comment vous comprenez cette fracture ? Fracturé, oui, c'est le mot juste. Il faut bien se rendre compte qu'écrire en allemand, la langue des bourreaux qui a été hurlée dans les rafles, criée dans les camps, c'était se fixer une tâche absolument terrible. Et pourtant, il n'y a pas d'autre langue possible que celle de la mère adorée qui lui fit aimer la poésie allemande. Alors que fait Celan ? Il retourne la langue en une contre-langue. Il incorpore l'étrangeté dans la langue allemande. Par exemple, un toponyme breton. Par exemple, une expression hollandaise, Canit Verstan. Ou encore en espagnol, no pasaran. Mais il n'y a pas que le langage qui est fracturé. La cartographie, elle aussi, est fracturée. Par exemple, le poème de la rue Tournefort se voit relié
au marais entourant les premiers camps de concentration en 1933 en Basse-Saxe. C'est là, dans cette région, qu'est né ce qu'on a appelé le chant des marais, le remarquable chant de tous les déportés. Et j'en reprends l'histoire dans l'émotion. Célan l'associe audacieusement à la forteresse de Masada en Judée, un haut lieu de résistance des Juifs aux Romains. Paul Celan, sa présence au monde, sa présence, je dirais, dans l'actualité du monde. Paul Celan qui s'intéressait à tout et qui était au plus près des événements du monde. Paul Celan, ce Paul Celan-là, qu'en direz-vous, Marie-Hélène Proto? Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a chez Celan une extraordinaire attention au monde qui l'entoure. Ainsi, il aime reprendre à son compte la phrase de Malebranche « L'attention est la prière naturelle de l'âme ». C'est vrai tout particulièrement pour l'actualité. On le voit qui dévore nombre de journaux en français, en allemand. En 1961, en Bretagne, il compose une dizaine de poèmes, nous l'avons vu, au moment même où s'élève le mur de Berlin le 12 août et où se termine le procès Eichmann à Jérusalem. On imagine la solution finale, la date de 1942 de la conférence de Wannsee, si importante pour lui, puisque c'est la date 1942 de la mort de ses parents. Comment pourrait-elle ne pas résonner si vivement en lui? C'est tellement vrai que cela nourrit alors un texte qui est absolument inouï, très court, les aphorismes de Kermorvan. Une prose qui est au scalpel véritablement, à vif, syncopé, écorché, où il évoque Eichmann et son procès, et pour la première fois où il évoque les Juifs gazés. Un texte traduit par Jean-Pierre Lefebvre dans le Cahier de Lerne qui est consacré à Celan et qui mériterait d'être diffusé. Il y a un autre moment où j'ai aimé le suivre, c'est l'actualité de mai 68 en France et en Europe. On le voit participer aux manifs, mais en étant critique par moments. Il suit de très près le printemps de Prague, saluant dans un poème les lions de Bohême, mentionne dans un autre les mégaphones ou les chars. Il invente l'image porteuse d'énergie et d'espérance, le canon du fusil espoir. C'est sa façon d'arpenter l'actuel, finalement. Cette part également formidable de la part des traducteurs de l'œuvre de Paul Celan. Il écrivait en allemand et ses mots résonnent très profondément en français. Cette part, Marie-Hélène, des traducteurs et des traductions. Oui, pour aborder Celan, essentiel est l'apport des traducteurs. Je pense à Martine Broda, Bertrand Badiou, Marc Sagnol. Je pense aussi à Mireille Goncel, grâce à qui j'ai pu mesurer l'importance capitale de la rencontre chez Celan, et notamment celle de Nelly Sachs, dans leurs lettres, et entre eux, à Zurich et Paris, où vibre cette clarté que Celan évoque dans ses mots. « Te rappelles-tu, lui écrit-il, encore ce rayon d'or qui était sur le mur ?» C'est une sorte de signe de reconnaissance entre eux, qui est devenu un shibboleth, un terme repris par Derrida. Et cette clarté, eh bien, j'ai voulu la faire figurer dans le titre de mon livre. C'est vrai, sans être une germaniste avertie, j'aime mettre en parallèle le texte allemand de Celan et ses traductions. J'ai l'amour des mots et le goût de l'étymologie en latin, en grec, en allemand ou en anglais. Et pour le poème Kermorvan, j'ai voulu garder le mot Canidverstand, qui est une fable Hebel, car il fait assonance avec le toponyme breton. Et j'ai découvert dans la trame des mots du vibrant poème Soulèvement de brume et de banderole qu'en fait le mot allemand pour soulèvement, Aufstand, est de même racine que le verbe stehen. C'est une belle correspondance langagière. Et puis, il y a l'art dans l'œuvre de Celan, la peinture, l'art en général, essentiel dans l'œuvre de Celan. Dans ma déambulation poétique, parfois philosophique, j'évoque Paul Klee et Walter Benjamin, et Rembrandt,
vraie passion de Celan qui le faisait revisiter sans cesse les musées à la fin de sa vie. L'art a ce pouvoir par-delà l'épreuve d'illuminer le regard, l'attention. Et puis, il faut aussi parler de l'art de son épouse, la graveuse Gisèle Celan-Lestrange, à qui j'ai tenu à accorder une place particulière. Une artiste d'art abstrait, en symbiose complète avec la poésie de Celan, et qui réalisait avec lui 2 recueils. Figure d'une belle humanité qui eut d'ailleurs à supporter le poids des crises psychiques de celui-ci. Il faut lire leurs correspondances, leurs échanges, si féconds. Et c'est vrai, avec cette créatrice, je suis une voix présente dans mes livres précédents, étant sensible à la place des femmes dans l'histoire de l'art. Je pense à Madeleine Bernard, la jeune femme aimée et peinte par Gauguin, ma biographie aux éditions Hermann. Une anecdote s'offre, c'est le petit texte que Celan a écrit en mai 68 en français pour Gisèle. Quelques mots autour de l'autoportrait de Cologne de Rembrandt, très vieux, plein d'ombre, où l'on distingue à peine le bâton qui sert à tenir sa main en peignant. Celan, avec son extrême sensibilité, a déniché cette force de vie, le bâton éclaboussé de quelques gouttes de lumière colorée. Le petit rien qui résiste au vieillissement, à la finitude. C'est aussi cela, sauver la clarté. Merci infiniment, Marie-Hélène Proto, d'avoir accepté mon invitation dans cette escale de Jeanne. Paul Celan, Sauver la clarté, aux éditions Unicité, avec cette très belle préface de Mireille Gancel. Mais Marie-Hélène, vraiment, vous êtes contagieuse. On va tous courir, lire, relire Paul Celan. Merci infiniment pour tout. C'était l'escale de Jeanne, avec pour invité Marie-Hélène Proto. Musique Jean-Sébastien Bach et à la guitare Anna Waro.